Bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous pour ce 5e webinaire qui s'inscrit dans la saison 2023-2024 programmée par la chaire agriculture biologique sur le thème de la recherche sur l'agriculture biologique à l'œuvre à Bordeaux Sciences Agro. Je prends une petite minute pour vous présenter la saison telle qu'elle se présente. Nous avons eu une première intervention par Brice Giffard le 28 septembre dernier sur ce qu'on appelle un sol vivant de son point de vue d'enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro. Nous accueillons aujourd'hui Pietro, que je vais vous présenter juste après, qui nous parle de la fixation d'azote par les légumineuses en bio. Nous aurons prochainement, en janvier, février et mars, la présentation des 3 projets que la chaire agriculture biologique a commandés auprès des étudiants de 3e année de l'école pour apporter des expertises sur les thèmes de la fertilité des sols et de la consommation des produits en agriculture biologique. Et nous terminerons cette session avec un webinaire à 2 voix sur le thème de la complémentarité potentielle entre l'agriculture biologique et la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pietro Barbieri, qui est maître de conférence à Bordeaux Sciences Agro et qui réalise ses travaux de recherche à l'UMR ISPA, à l'INRAE, à Villeneuve-d'Ornon. Et nous l'avons sollicité pour qu'il nous présente notamment un travail de méta-analyse scientifique qu'il a réalisé sur le potentiel de fixation d'azote par les légumineuses en agriculture biologique. Pietro, tu vas avoir une petite demi-heure pour présenter ce travail. J'invite d'ores et déjà tous nos participants à commencer à poser leurs questions au fil de ta présentation dans la rubrique questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran, afin que nous puissions les traiter dans le 2e temps de ce webinaire avant de conclure et de clôturer cette session à 18 h. Pietro, si c'est bon pour toi, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Pauline, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter les résultats d'une étude, comme Pauline le disait, des méta-analyses. J'expliquerai très vite fait qu'est-ce que c'est une méta-analyse qu'on avait fait il y a 2 ans sur l'étude porte du coup sur la quantification des taux de fixation symbiotique de l'azote chez les espèces légumineuses en agriculture biologique. Mais tout d'abord, je vais essayer très brièvement vous donner un peu les contextes de cette étude et la raison pour laquelle on s'était posé ces questions de recherche. Alors du coup, je vais partir un peu plus loin. Alors bien évidemment, on se pose ici dans un contexte en agriculture biologique et comme vous très certainement le savez, la gestion de la fertilité azotée en agriculture biologique, elle est basée principalement sur l'utilisation des ressources organiques et sur l'utilisation aussi sur les recours du coup à la fixation symbiotique grâce aux espèces légumineuses. Et alors, je vais juste activer mon pointeur. Voilà, ok. Voilà, du coup, ici sur la gauche, vous avez un schéma qui vous montre un peu des différents flux au niveau d'azote dans des fermes bio sur la gauche conventionnelle, donc des fermes avec ou sans élevage. Et du coup, on retrouve bien ces flux d'entrée liés à la fertilisation organique, à la fixation biologique et à la réutilisation, bien évidemment, des fumiers issus d'élevage. Or, on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de fermes bio importent en partie de leur fertilité azotée, mais pas que, aussi phosphatée et potassique, depuis des fermes conventionnelles. Donc, il y a des études ici qu'on voyait sur la droite qui ont estimé notamment des fractions des nutriments qui sont importés par ces fermes bio par des fermes conventionnelles. Et donc, aujourd'hui, en partie de la stratégie des fertilisants azotés chez les fermes bio, elle est basée en partie sur des importations indirectes de la fertilisation chimique utilisée chez des fermes conventionnelles.
La deuxième raison pour laquelle on peut se poser des questions par rapport à la gestion de l'azote, c'est un contexte socio-économique qui, depuis quelques années, a commencé à influencer la disponibilité de ces ressources organiques utilisées par les agriculteurs bio. Alors, notamment, il y a eu des mises à jour des règles européennes d'utilisation des effluents, donc des fumiers principalement issus des élevages industriels et conventionnels, les 25% dont j'ai parlé avant. Et en fait, depuis les 1er janvier 2021, il y a eu en gros restriction par rapport à les types ou la provenance de ces fumées conventionnels sur la base d'une nouvelle définition de qu'est-ce qu'on entend par un élevage intensif conventionnel. Et du coup, tous ces fumiers issus de ces élevages intensifs, comme est défini par la nouvelle directive européenne, basée sur des densités, des nombres de têtes par exploitation, ils sont aujourd'hui interdits en bio, ce qui va causer par conséquence une réduction des disponibilités des effluents d'élevage qui sont mobilisables par les fermes en bio, et du coup à une augmentation possible une augmentation de la compétition par ces ressources fertilisantes chez les fermes bio. Et cette compétition, bien évidemment, pourrait déboucher sur des problèmes de gestion de la fertilité et du coup des baisses des rendements chez les fermes en agriculture biologique. Donc, un contexte qui est en train d'influencer la disponibilité de cette ressource azote organique, mais aussi un contexte socio-économique qui de plus en plus va influencer les prix des ressources organiques. Donc, je prends ici l'exemple assez récent du conflit en Ukraine, qui, comme vous savez, a fait augmenter a fait augmenter les coûts des fertilisants azotés des synthèses. Donc ici, vous voyez cette augmentation des prix qui a donc entre l'année 2021 et l'année 2022 liée à ces conflits. Et bien évidemment, cette augmentation des prix des engrais des synthèses va créer des tensions ultérieures sur les marchés de la fertilisation organique. Et d'où au fait que les agriculteurs conventionnels, eux aussi, ils vont chercher de la fertilisation organique pour faire face à ces augmentations des prix de la fertilisation des synthèses. Et bien évidemment, ces tensions vont potentiellement créer encore plus des problèmes d'approvisionnement chez les bio par rapport à l'azote. Voilà, donc ça, c'est des exemples des impacts qu'on observe aujourd'hui à l'échelle locale, mais on a aussi tout un tas d'études de perspectives, c'est-à-dire des études qui ont essayé de projeter une expansion de l'agriculture biologique à de l'échelle très large, la France, l'Europe, voire le monde. Et un des résultats de ces études, c'est que dans ces mondes où on augmenterait fortement la présence de la bio, eh bien, les fermes pourront faire face à des bilans azotés négatifs. Donc, les graphiques sur la gauche, dans l'encadré en vert, vous donnent des quantités, donc des bilans azotés 1 kilo par hectare par an dans des scénarios où la surface terrestre, la surface agricole du monde serait convertie à la bio au 80 ou même au 100%. Donc, vous voyez des chiffres négatifs, c'est-à-dire des problèmes de disponibilité d'azote dans ces scénarios. Et même chose, on la retrouve dans des travaux qu'on avait menés quelques années, similaires, mais avec des approches derrière des calculs un peu différentes. Et donc, la carte que vous voyez à droite, ça vous montre dans toutes les zones oranges, des zones où la quantité disponible des fertilisants organiques azotés ne serait pas suffisante pour couvrir la demande des cultures dans chaque zone du monde. Donc, vous voyez aussi des possibles problématiques futures dans les cas, dans des scénarios et dans les cas d'une expansion importante de l'agriculture biologique, d'où assez à ces problèmes d'approvisionnement de ces ressources limitées. Du coup, il se pose la question de comment on peut envisager d'aller augmenter la disponibilité des ressources azotées pour les systèmes en bio. Alors, bien évidemment,
il existe un panel des possibilités d'approvisionnement en azote en agriculture biologique, mais on a considéré qu'un des voies les plus prometteuses pour aller augmenter cette disponibilité, eh bien, c'est de faire recours aux espèces légumineuses grâce à leur capacité, comme vous le savez, d'aller fixer de l'azote atmosphérique et les rendre, bien évidemment, disponibles aux besoins des légumineuses, mais aussi les rendre, augmenter cette disponibilité par les cultures suivantes. Et du coup, à augmenter cette partie dans les rotations culturelles biologiques, donc augmenter cette fraction des cultures légumineuses peut se faire des multiples faisons d'un point de vue agronomique, parce que ces cultures légumineuses peuvent être introduites comme culture principale, comme des cultures associées, comme des cultures intermédiaires ou encore des cultures dérobées, etc. Donc avec un panel assez large, vaste des possibilités d'insertion. Alors, or, quand on regarde la littérature scientifique, on s'aperçoit que il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'estimer la productivité des légumineuses dans les systèmes en bio, mais il y a assez peu d'études qui ont, de façon un peu systématique, essayé d'aller estimer quel est le taux de fixation, donc quelle est la fraction de l'azote qu'on retrouve dans la biomasse de ces légumineuses qui est issue de la fixation symbiotique. Donc ici, en bas de la diapo, vous trouvez deux exemples d'études justement qui portent sur la productivité de ces légumineuses, mais qui finalement, il nous dit relativement peu par rapport à cette capacité de ces légumineuses à fixer l'azote atmosphérique. Alors pourquoi c'est là important? Parce qu'en fait, on peut imaginer, on a plusieurs raisons de penser que les taux de fixation en agriculture biologique ne soient pas les mêmes par rapport aux taux de fixation en agriculture conventionnelle. Donc, j'essaie ici de vous donner quelques exemples de pourquoi on pourrait faire cette hypothèse. Alors, un premier exemple, c'est du fait que les systèmes en bio sont par définition caractérisés par un faible apport d'azote minéral dans les sols, vu qu'on utilise plutôt des ressources de fertilisation organique. Et du coup, dans des situations où les sols est relativement pauvre en azote minéral, dans ces contextes-là, on observe des taux de fixation chez les légumineuses qui sont en général plus élevés par rapport à des situations où l'azote, où les sols est très riche en azote minéral. Et du coup, vu que l'agriculture biologique est généralement, des parcelles en bio sont généralement caractérisées par une plus faible quantité d'azote minéral, on pourrait imaginer, on pourrait s'attendre à des taux de fixation plus élevés en bio par rapport à les fermes conventionnelles. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison qui va dans contresens par rapport à ce que je viens de dire, c'est que d'autre part, on sait que les peuplements végétaux, donc les cultures qui ont produisent en agriculture biologique, ils font souvent face à des stress biotiques qui sont plus importants qu'en agriculture conventionnelle, d'où au moindre nombre d'outils qu'on a pour contrôler ces stress biotiques. Notamment, je pense aux mauvaises herbes, je pense aux attaques des insectes, des champignons, des parasites, qui sont parfois plus importants en bio qu'en conventionnel. Bien évidemment, ces stress biotiques, ils vont impacter de façon négative la productivité des légumineuses et donc la production des biomasses, et du coup finalement impacter de façon négative la quantité d'azote fixée par ces légumineuses dont la croissance est impactée par ces stress biotiques. Et en bas de ces diapos, vous voyez un graphique qui vous illustre ce que je viens de dire. C'est une étude qui a été menée dans les cas du poids. Donc, sur les deux axes en bas, donc ce que je viens de montrer avec mon pointeur, vous trouvez des niveaux d'attaque par rapport à la bourse du poids et des taux des infestations des adventices sur la droite. Et donc, plus on a des
taux d'adventice importante et des taux d'attaque par rapport aux insectes importantes, plus l'azote de la biomasse récoltée de la légumineuse baisse par rapport à sa production de biomasse totale, et du coup, plus l'azote qui est apporté au système est bas par rapport à des situations où on a un meilleur contrôle de ces stress biotiques. Et une troisième possible raison d'imaginer faire une hypothèse sur des taux différents en agriculture conventionnelle par rapport à l'agriculture biologique, c'est par rapport à la gestion d'un autre nutriment qui est le phosphore. Alors en général, on observe des taux de fertilité phosphatée chez les fermes en bio légèrement plus bas par rapport à un conventionnel. Et or, on sait que l'approvisionnement en phosphore le phosphore est un élément qui est clé pour la croissance des légumineuses, pour toutes les plantes, mais encore plus pour les espèces légumineuses, d'un certain point de vue parce que va impacter la production de biomasse, et d'un deuxième point de vue parce que les taux de croissance et la fixation, donc la nodulation liée à la fixation symbiotique, peut être fortement impacté par des taux, par de la carence phosphatée. Donc, sur la graphique à droite, vous voyez deux situations. Une situation avec des sols plutôt bien pourvus en phosphore et une situation avec des sols plutôt pauvres en phosphore. Et vous voyez que ça va impacter les nombres des nodulations, donc ces structures qui vont être créées par symbiose avec des bactéries et qui permet ces phénomènes de fixation de l'azote atmosphérique. Du coup, tout ça, c'est trois exemples qui nous portent à dire, on peut pas déduire des taux de fixation en bio à partir des taux de fixation mesurés en conventionnel, mais il faut creuser cette question un peu plus. Voilà. Du coup, on s'est posé cette question et on a décidé de mener une étude par méta-analyse. Alors, j'expliquerai juste après qu'est-ce que c'est. En ayant résumé l'information publiée dans la littérature scientifique sur deux variables clés. Un variable, c'est qu'est-ce qu'on appelle la valeur absolue de fixation d'azote dans la biomasse aérienne, c'est-à-dire quelle est la quantité d'azote en kilos par hectare qu'on retrouve en provenance de l'atmosphère dans la biomasse dans les légumineuses. Et la deuxième variable clé, c'est la première variable, c'est qu'est-ce que vous allez trouver sous l'acronyme NDFA en français. Et la deuxième variable, c'est quelle est la fraction de cet azote qu'on retrouve dans la biomasse des légumineuses qui est dérivée par fixation symbiotique, donc qui est dérivée par l'atmosphère. Voilà, donc on essayait de résumer un peu les résultats qu'on retrouve dans la littérature par rapport à ces deux variables et par rapport à, comme je le disais avant, des modalités agronomiques d'insertion de ces légumineuses différentes. Donc, est-ce que c'est les taux de fixation, par exemple, chez des légumineuses qui sont utilisées comme culture principale? Quel est les taux d'efficacité chez des légumineuses qui sont introduites dans les systèmes de culture comme interculture ou comme fourrage ou chez les fourrages versus chez les légumineuses graines, etc. Donc la figure à droite, ça illustre juste la différence entre ces deux variables que je viens d'expliquer. Du coup, la quantité d'azote totale en kilos qu'on retrouve dans la biomasse qui est dérivée de l'atmosphère par rapport à la fraction de l'azote total qui est dérivée par l'atmosphère. Alors, quelles sont les grosses hypothèses qu'on avait fait au début de cette étude? On avait fait trois hypothèses principales. La première hypothèse, c'est que ces quantités d'azote fixées en bio soient plus élevées chez les cultures fourragères par rapport à les légumineuses à graines, et ça par rapport à leur production de biomasse. La deuxième hypothèse qu'on avait fait, c'est que ce que je viens de dire avant, c'est que la plus faible disponibilité d'azote minéral dans les sols enabés va va stimuler la fixation chez les légumineuses et donc augmenter la fraction de l'azote qui est fixée
par rapport au conventionnel, mais les pressions biotiques vont réduire la croissance et donc finalement réduire la quantité totale d'azote qu'on retrouve dans la biomasse de ces espèces légumineuses en bio par rapport à du conventionnel. Et la troisième hypothèse, c'est que l'utilisation des engrais organiques a les mêmes effets que l'utilisation des engrais de synthèse, donc des engrais minéraux, pardon, et du coup que l'apport des engrais organiques va impacter de façon négative la fixation symbiotique de l'azote chez les légumineuses en bio. Alors, j'ai dit qu'on a mené cette étude par utilisant l'approche des méta-analyses. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette méthode scientifique, statistique. Alors, qu'est-ce que c'est une méta-analyse? La méta-analyse, en quelques mots, c'est une méthode qui permet de résumer les résultats qui sont déjà publiés dans la littérature scientifique. En gros, on va prendre un variable d'intérêt, rechercher toutes les publications qui ont été publiées autour de cette variable et essayer de tirer en moyenne en utilisant des approches, bien évidemment des approches statistiques qui nous permettent de faire ça d'une façon correcte d'un point de vue scientifique. Et donc, ces méthodes nous permettent de tirer en conclusion globale issues des plans d'études qui sont, eux, très spécifiques à certains contextes. Donc, des études qui viennent des contextes français, nord-américains, européens, etc. Et on essaye de ces différents contextes de tirer en conclusion globale. Donc, dans ces études, on a constitué une base de données issue de ces publications scientifiques qui portent sur plus de 500 observations des fixations symbiotiques dans différents contextes pédoclimatiques partout dans le monde, donc dans plus de 76 zones différentes du monde, et on essaie du coup d'en tirer en conclusion globale. Alors, quels sont les gros résultats du coup qu'on retrouve à l'issue de cette étude? Alors ici, dans cette diapo, je vous montre les principaux résultats concernant la quantité d'azote fixée par an chez les légumineuses en bio. Alors, dans les graphiques à gauche, alors comment il faut lire ces graphiques? L'axe des X en bas, ça vous donne des quantités d'azote fixées en kilos d'azote par hectare et par an, donc entre 0 et 300, maximum de l'axe. Et vous trouvez toute une série de points qui correspondent, alors il faut se focaliser sur les points en noir. Ces points correspondent à les taux de fixation, donc la quantité d'azote fixée, selon les différentes modalités d'insertion de ces légumineuses. Du coup, par exemple, en culture principale, en interculture, en utilisation comme des cultures intermédiaires ou des cultures pérennes ou du coup des fourrages qui durent au minimum une année ou plusieurs années, donc ce qu'on appelle des pérennials ici, ou bien selon la caractéristique principale de ces légumineuses. Est-ce que c'est des légumineuses à graines, donc les pulses en anglais? Est-ce que c'est des légumineuses à graines mais mélangées avec une autre espèce non légumineuse? Ou est-ce que s'agit des fourrages impurs ou des fourrages mélangés avec une autre espèce? Alors, qu'est-ce qu'on tire de ces résultats? On voit bien que les cultures fourragères sont les cultures qui fixent les plus d'azote. Donc là derrière, on a des espèces type la lucerne, les trèfles. Hein. On arrive à des taux moyens de fixation de 131 kg d'azote par hectare et par an. Et les autres cultures la méthode agronomique d'insertion qui porte à des taux de fixation les plus élevés, c'est des insertions sur la longue durée. Donc, soit sur une année, soit sur plusieurs années. Et donc, c'est ces fourrages annuels et pluriannuels qui vont fixer jusqu'à, dans les cas des pluriannuels, à 174 kg d'azote par hectare et par an. Et bien évidemment, ces taux de fixation sont supérieurs à tous taux de fixation chez les légumineuses à graines ou les méthodes de gestion dont la légumineuse reste à moins d'une année sur la parcelle. L'autre chose qu'on voit ici, c'est que chaque fois qu'on a des mélanges
soit c'est chez les fourragères, soit chez les légumineuses, bah, bien évidemment, la quantité d'azote apportée par hectare est inférieure par rapport à la situation en pure. Et ça, l'hypothèse derrière, c'est qu'il y a quand même un certain compétition entre les deux espèces cultivées et en production moindre de biomasse chez la légumineuse qui fait si que finalement la quantité d'azote apportée par hectare par an est moins importante par rapport à les espèces impures. Donc, ça c'était pour résumer un peu la partie à gauche de ces diapos et à droite, vous voyez les mêmes résultats, mais on a caractérisé la fixation par espèce et donc on retrouve bien des taux de fixation assez importants pour des espèces des fourrages, donc la lucerne et les trèfles, et des taux variables mais moins importants pour d'autres espèces comme les pois chiches, les lupins, etc. Donc on voit un certain variabilité par rapport aux différentes espèces. Euh, alors, euh, ouais, donc ici sur ces diapos, vous voyez les résultats. Donc avant, j'ai commenté des résultats exprimés en kilo d'azote fixé par hectare. Ici, vous voyez des résultats qui portent sur la fraction. Quelle est la fraction de l'azote total qu'on retrouve dans les légumineuses qui est sous de l'atmosphère? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on trouve encore une fois les fourrages, donc des taux de fixation plus élevés dans les cultures fourragères par rapport à les légumineuses à graines et des taux plus importants de fixation chez les légumineuses associées. Donc, on les voit bien ici, chez les légumineuses associées par rapport à les légumineuses à graines. Alors ça, c'est exactement pour la raison que je disais avant, parce qu'on a probablement une compétition qui accrue pour les ressources en lumière, en eau, etc. Et du coup, ça va stimuler la fixation des légumineuses et donc ça va augmenter les taux la fraction de l'azote qu'on retrouve dans la biomasse qui est fixée à partir de l'atmosphère. On retrouve cet effet aussi dans des cultures de courte durée et ça, ou des cultures qui sont sémées à l'automne ou pendant l'été, notamment les intercultures, c'est souvent le cas. Et ça peut être dû à une faible disponibilité d'azote minéral dans les sols à ce moment de l'année et du coup à une quantité d'azote fixée plus importante par rapport au fait de s'aimer les mêmes espèces dans d'autres moments de l'année. Et voilà, pour ce qui concerne les espèces, on retrouve des espèces qui sont classiquement mentionnées comme des espèces à haut taux de fixation, donc la févrole et la vesse. Donc sur la partie à droite, un encadré en bleu. Alors, l'autre hypothèse qu'on avait voulu tester, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est est-ce qu'on observe en réponse de la fixation symbiotique en bio aux apports des fertilisations organiques, avec l'hypothèse qu'on avait formulée, c'est que cette fertilisation organique va effectivement impacter les taux de fixation de façon similaire à de la fertilisation minérale. Alors effectivement, c'est ce qu'on a observé. Donc dans ces graphiques, vous voyez des taux de fixation exprimés en kilos par hectare par an dans la partie haute et des fractions d'azote, donc la fraction d'azote fixée présente dans la biomasse en bas. Donc c'est toujours les mêmes deux indicateurs. Et on observe donc les deux lignes vous montrent des résultats pour des parcelles fertilisées ou des parcelles non fertilisées. Alors on observe bien qu'on n'a pas des changements, donc on n'a pas nécessairement des quantités en kilos par hectare différentes entre les deux situations, mais on a bien une fraction on a une fraction plus élevée d'azote qui est issue de l'atmosphère dans les cas des parcelles non fertilisées. Et du coup, ça justifie un peu l'hypothèse que je venais de faire avant et du fait que les engrais organiques vont finalement causer par minéralisation une augmentation de l'azote minéral dans les sols et du coup, causer une réduction de la fixation symbiotique de l'azote chez les légumineuses de façon similaire à ce qu'on observe chez des parcelles conventionnelles fertilisées en azote minéral.
Voilà. Une autre question qui s'était posée, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'on dirait l'intérêt d'insérer des légumineuses dans les systèmes de culture, c'est d'apporter donc d'augmenter la disponibilité d'azote pour les cultures suivantes. Et du coup, une des questions qui s'est posée, c'est est-ce que est-ce que tous les modes d'insertion ont le même impact par rapport à l'azote net qui est apporté au système? Du coup, pour répondre à cette question, on a analysé tous les parcelles qui on avait, tous les informations, les données qu'on avait par rapport aux légumineuses introduites comme culture intermédiaire ou bien comme culture principale, donc dont les graines sont exportées de la parcelle. Alors, bien évidemment, quand on utilise les légumineuses comme culture intermédiaire, toute la biomasse de ces légumineuses va être apportée au sol. Et du coup, l'azote fixé depuis l'atmosphère qu'on retrouve dans cette biomasse, il va être un entrée net du système parce qu'il va être réincorporé dans les sols à la destruction de cette culture intermédiaire. Et du coup, elle est potentiellement, au net des pertes, bien évidemment, disponible pour la culture suivante. Or, dans les cas dans les légumineuses à graines, où on va exporter la biomasse des graines, on a une partie de l'azote qui était fixé, qui va être exporté du champ parce qu'elle va se retrouver dans les graines de cette plante. Et du coup, on a des entrées nettes du système qui pourraient être fortement réduites, voire nulles, voire négatives, selon l'équilibre entre la quantité d'azote qui reste dans le système racinaire ou dans la biomasse non récoltée par rapport à l'azote qu'on a exporté dans les graines. Voilà, du coup, les graphiques suivantes, ça vous donne les résultats par rapport à ça. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est un bilan azote, c'est-à-dire un bilan calculé après avoir exporté les graines de ces légumineuses du champ. Et du coup, c'est la différence entre l'azote total qui était fixé par la légumineuse moins la quantité de cet azote fixé qui était exporté via la récolte de ces grains. Alors, si le bilan est positif, ça veut dire qu'on a quand même augmenté la quantité d'azote dans notre système. Si le bilan est zéro ou négatif, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'effet opposé, c'est-à-dire on a diminué la quantité d'azote dans le système. Alors, on voit pas mal des points en haut, mais on voit aussi des points en bas de ce niveau zéro. Et la moyenne est donc on retrouve des bilans inférieurs à moins 10 kg d'azote, donc en situation où on va diminuer la quantité d'azote, donc on va extraire plus d'azote par rapport à ce qu'on injecte dans le système pour 20% des situations. Et on a 33% des situations où on a un bilan compris entre moins 10 et plus 10 kg d'azote par hectare. Donc, toute une série des situations où finalement, on va pas nécessairement apporter beaucoup d'azote dans les systèmes via l'utilisation de ces légumineuses. Et du coup, il y a une présence d'une corrélation négative entre ça, la maximisation de l'azote contenu dans les graines qu'on veut récolter et l'effet fertilisant, donc l'effet quantité d'azote apportée dans les systèmes pour les cultures suivantes, avec un équilibre à trouver entre ces deux objectifs qui sont malheureusement souvent contrastants avec l'autre. OK. Et donc ça, c'était par rapport à ces effets qu'on observe donc des limites d'utilisation finalement des légumineuses à graines comme culture principale dans les buts d'aller augmenter les ressources en azote dans notre système. Et pour terminer, on avait essayé de comparer notre étude avec des sources dans la littérature issues donc des taux de fixation, soit en kilos par hectare, soit en fraction d'azote fixé, issus de la littérature pour pouvoir s'apercevoir un petit peu de qu'est-ce que sont les grosses différences entre les taux de fixation en bio et en conventionnel. Donc, dans ces tableaux, vous trouvez, donc ici, c'est exprimé en kilos d'azote par hectare fixé. Donc, l'encadré en vert vous donne pour un certain nombre des espèces de cultures ou des types de légumineuses, donc légumineuses à graines et fourrages, des taux de fixation qu'on retrouve dans l'étude qu'on a menée. Et en encadré en bleu, vous trouvez plusieurs
références issues des taux de fixation donc inconventionnels qu'on peut retrouver dans la littérature. Et la dernière colonne, donc celle qui n'est pas encadrée, ça vous donne la différence entre les valeurs qu'on retrouve dans cette étude et la moyenne de ces valeurs qu'on retrouve dans la littérature. Alors, si on regarde justement ces dernières colonnes, on voit à la fois des chiffres négatifs et les chiffres positifs. Donc, les chiffres positifs, c'est les cas où les taux de fixation sont plus importants en bio et la quantité d'azote fixée est plus importante en bio. Les chiffres négatifs, c'est les cas où la quantité d'azote fixée est supérieure dans les références conventionnelles qu'on retrouve dans la littérature. Donc, vous voyez, il y a les deux cas. Donc, c'était pas si clair que ça d'aller retrouver des tendances claires un par rapport à l'autre. Alors si on regarde toutes les espèces confondues, on est à moins 4%, donc finalement des taux assez similaires en conventionnel, mais qui peuvent varier fortement. On est à plus 36% en bio par rapport au conventionnel quand on regarde les fourrages, mais chez certaines espèces de légumineuses, par exemple les lupins, on a des taux de fixation qui sont nettement inférieurs en bio par rapport au conventionnel. Alors, bien évidemment, notre étude ne permettait pas d'aller expliquer les mécanismes de façon très fine derrière ces différences observées. Donc ça, c'est la comparaison par rapport les taux de fixation exprimés en kilos par hectare par année. Et de la même façon, ici, vous voyez un tableau tout à fait similaire qui vous reporte les taux de fixation, donc la fraction de l'azote qu'on retrouve dans la biomasse qui est issue de la fixation symbiotique. Donc, en bio, l'encadré en vert. Dans deux références conventionnelles issues de la littérature, c'est l'encadré en bleu. Et encore une fois, la différence entre les deux dans la dernière colonne. Même chose qu'avant, on observe des cas dans lesquels les espèces en bio ont la tendance à fixer, à avoir des taux de fixation plus importantes, notamment chez les haricots, chez les pois, et des situations, encore une fois, retrouver les lupins et les sojas, etc., les trèfles, par exemple, où on a observé des taux de fixation moins importants en bio, en conventionnel. Et quand on regarde toutes les espèces confondues, on retrouve un léger avantage du bio, mais finalement pas si net que ça par rapport à la moyenne du conventionnel. Voilà. Donc, si je reviens aux trois hypothèses principales, on a pu valider la première hypothèse, c'est-à-dire que aussi en bio comme en conventionnel, les taux de fixation les plus importants sont retrouvés chez l'espèce fourragère, surtout dû à leur production de biomasse qui est beaucoup plus importante par rapport aux espèces à légumineuses à grains. Alors, par rapport à la disponibilité d'azote minéral, on a partiellement pour valider ça par rapport aux résultats que je vous montrais avant, à la fois contradictoire par rapport à la compétition et à la faible disponibilité d'azote minéral dans les sols bio et à la conséquence sur les taux de fixation. Et par contre, on a bien observé ces effets tout à fait similaires des engrais organiques, similaires aux engrais minéraux par rapport au taux de fixation chez les légumineuses. Voilà, et dans l'ensemble, on constate dans les derniers tableaux que je vous montrais quand même une grande variabilité en fait des taux de fixation, soit au sein de la même espèce, soit au sein des typologies d'espèces ou des méthodes d'insertion. Et voilà, du coup, avec des situations qui peuvent avoir des taux de fixation assez différents selon les contextes pédoclimatiques locaux. Et aussi, on a vu par rapport aux espèces de légumineuses à graines comme leur contribution au bilan azoté du système peut être positive, mais dans certains cas négative ou même nulle ou même négative si on a des exportations d'azote, bien évidemment, qui sont plus importantes par rapport à la fraction d'azote qui reste dans les systèmes. Alors, je vais conclure avec deux, trois points d'attention par rapport à ça et par rapport à l'utilisation des légumineuses pour la gestion de la fertilisation en AB. Un, c'est ne pas négliger la fertilisation phosphatée. Comme je l'ai mentionné avant, les taux de fixation peuvent être très impactés par
des situations en carence en phosphore. Et chez les agriculteurs bio, souvent, on a à moindre attention par rapport à la fertilisation phosphatée que chez les agriculteurs conventionnels. Et donc ça peut, dans le long terme, porter à des impacts négatifs sur la gestion azotée liés à des moindres taux de fixation. L'autre point d'attention qui est généralisé, comment dire ça, se réfère pas qu'au bio, c'est les impacts du changement climatique sur les espèces légumineuses, notamment la sécheresse et en été et en automne, qui font aussi qu'on a de moins en moins des bonnes conditions pour des bons taux d'élevés et donc des bonnes installations d'insertion de ces espèces légumineuses, surtout en interculture, liées à ces changements climatiques, donc avec des questionnements par rapport à la faisabilité future d'utilisation de ces leviers dans les systèmes de culture. Et je vais conclure sur ça. Troisième point d'attention, c'est la présence encore aujourd'hui des verrouillages socio-économiques qui font aussi que la commercialisation de ces espèces légumineuses n'est pas si simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle on a vu en France, donc les graphiques à gauche, ça vous montre la réduction des surfaces bio et conventionnelles des légumineuses en France depuis les années 80, liées un peu à la disparition des marchés et des infrastructures liées à la vente après et la distribution de ces espèces légumineuses, même si on observe en bio, donc les graphiques à droite, des signaux encourageants parce que les surfaces des protéagineux produits en bio ont la tendance à être à augmenter depuis quelques années et donc avec des signaux peut-être encourageants dans ces points de vue. Voilà, donc tout ce que je viens de présenter a été publié dans les papiers que j'affiche ici sur cette diapo. Donc, si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin, bien évidemment, n'hésitez pas à les consulter. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et bien évidemment, je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, Pietro, pour ta présentation très, très claire, très bien contextualisée. J'ai commencé à recenser quelques questions. Alors peut-être avant de te les poser, je vais repréciser aux participants qui t'ont écouté. N'hésitez pas à utiliser la rubrique Q et R qui se trouve en bas de l'écran pour poser vos questions plutôt que dans la discussion. Ça nous permet de mieux les filtrer et puis d'en garder trace pour le compte-rendu de cet échange. Alors, Pietro, j'ai une première question de méthodologie qui est peut-être en lien avec la définition de la méta-analyse. La question, c'est dans quelle région, pardon, ou dans quel pays ont été réalisées les comparaisons de performances de fixation bioconventionnelles que tu as présentées à la fin de ton exposé? OK. Alors, si je reviens au tableau, bon, je vais prendre un des deux. Donc, la plus grande partie des résultats, comment dire, des valeurs que vous voyez référées à l'agriculture conventionnelle sont issus aussi des travaux des méta-analyses ou similaires. C'est-à-dire que ces valeurs-là viennent de plusieurs zones du monde. Donc, ici, ce qu'on a comparé, on essayait de généraliser des taux de fixation de façon globale, donc à l'échelle mondiale, disons, et donc de les comparer. Donc, ils sont pas liés à une zone très spécifique. Donc, je ne saurais pas dire exactement d'où tous les études derrière viennent. En tout cas, ils ont une bonne représentativité des contextes géographiques et pédoclimatiques assez différents. Donc, la difficulté, bien évidemment, c'est ce que je vous montre ici. Ça peut être assez différent de qu'est-ce qu'un agriculteur peut observer de façon réelle dans son champ, justement parce que ici on parle des moyennes globaux et pas des taux de fixation réels observables. Ces taux de fixation réels, bien évidemment, vont tomber dans les mêmes ordres de grandeur, mais il peut y avoir des facteurs externes qui vont faire si que ces moyennes que je vous donne ici soient un peu modifiées dans des conditions réelles. En tout cas, je ne saurais pas dire exactement dans quelle région spécifique ces valeurs ont été prises. J'espère que ça répond Oui. à la question.
Bah, en fait, il y a une deuxième partie de question, mais je pense que tu réponds bien. C'est la deuxième question qui était reliée à la première, c'est est-ce que la comparaison bioconventionnelle est faite dans les mêmes pédoclimats pour les deux systèmes? Et donc, en fait, ce que tu expliques, c'est que là, on est sur une analyse de résultats publiés. On part du principe qu'on a une bonne représentativité de ces résultats, mais on n'a pas fait de comparaison de systèmes deux à deux dans des contextes strictement équivalents. Exactement, ouais. C'est possible que la comparaison puisse être un peu différente si on se focalise sur un contexte pédoclimatique très précis. Effectivement, Mm, ouais. ok. Merci Pietro. Est-ce que le ratio entre export de graines et de matières restituées au sol influence sur la fixation d'azote? Attends, je pense que je n'ai pas la question complète. Est-ce que le ratio entre export de graines et de matières restituées au sol influence sur la fixation d'azote, influençant sur la fixation d'azote est également transposable en conventionnel? Euh, Tout à fait. Oui, oui, bien évidemment. Qu'on dira, les mécanismes que je vous montrais ici et on peut calculer exactement les mêmes rapports en conventionnel. Donc, l'indicateur, le concept est tout à fait transposable. Alors, on n'a pas vérifié ça, bien évidemment, mais je dirais que les risques d'avoir qu'on dirait, un conventionnel, dans un système conventionnel, on a beaucoup d'azote minéral dans les sols et du coup des taux de fixation qui peuvent être moins importants, d'où à ces quantités d'azote importantes dans les sols, ben, on risque d'avoir des ratios azote exporté sur la restitution qui sont autant plus bas en conventionnel qu'en bio, d'où euh, ri- euh, à cette potentielle moindre quantité d'azote fisqué si je raisonne par rapport à l'azote minéral. Et d'autre part, comme je disais avant, on voit des cas où on a euh, des phénomènes, des stress biotiques qui sont plus importants en bio. Donc, dans ces cas-là, ça pourrait être les résultats inverses de ce que je viens de dire. Mm, Là, pour dire que l'indicateur est effectivement euh, euh, mobilisable dans les deux cas. Euh, J'aurais la tendance à dire probablement en moyenne que cela doit être encore plus vrai. Donc, ces bilans azotés négatifs doivent être encore plus vrais, plus souvent en conventionnel qu'en bio. Mais j'ai pas de résultats derrière à l'appui. Par contre, c'est une hypothèse que je fais là euh, à l'instant. mm. Ouais, ok, merci Pietro. J'ai une question plus si on se situe dans le champ de la viticulture. Donc les fixateurs d'azote sont souvent semés en culture associée non récoltée. Et du coup, pour libérer l'azote fixé et le rendre disponible pour la vigne, est-ce qu'il faut détruire la culture associée? Est-ce que l'azote fixé va être libéré dans le sol et rendu disponible pour la vigne, même si on ne détruit pas le couvert? Comment Alors, ça... euh, bah, les mécanismes de restitution de l'azote pour la culture associée aux suivantes, dans le cas de la vigne culture associée, bah, est lié bien évidemment à la minéralisation des résidus de culture de ces intercultures. Du coup, bien évidemment, la destruction ou moins l'incorporation partielle de la biomasse de ces cultures intermédiaires dans les sols et sa minéralisation suivante, elle est nécessaire pour rendre cet azote disponible pour la vigne ou la culture suivante. Euh, voilà. Il y a des études qui ont mené sur des effets euh, comment dire, des transferts via des excrétions racinaires de façon directe entre deux plantes qui sont en train de pousser au même temps. Alors, ce qui montre ces études, c'est que finalement, ces transferts d'azote direct via les excrétions racinaires, il est très faible. Du coup, l'effet de fertilisation azotée lié à ces mécanismes, elle est finalement peu importante par rapport à la demande azotée dans la culture. Voilà, du coup, je dirais que oui, il faut plutôt détruire. Si l'objectif, bien évidemment, c'est celle de minéraliser cet azote pour la culture, quoi.
Mm, mm. Du coup, détruire et enfouir. Euh, oui, après, bon, la biomasse, ça peut se dégrader aussi. Il y a Mm. un mécanisme qui est du labour du sol ou des passages mécaniques qui peuvent faire si que la biomasse se dégrade. Mais Ok, merci Pietro. Une autre question sur la méta-analyse que tu as présentée. Il est demandé si vous vous êtes intéressé à la matière organique des sols et si oui, quelle est l'influence du taux de matière organique sur cette fixation d'azote? Peut-être que c'est une question à laquelle tu t'es déjà intéressé même au-delà de ce travail. bonne question. Alors, dans les travail ici, on s'est pas posé cette question. On est allé vraiment regarder ces deux indicateurs parce qu'en fait, bien évidemment, derrière, on a un panel des études des situations très différentes et du coup, pas tous les études donnaient des informations, par exemple, relatives au taux des matières organiques dans leur système, etc. Du coup, c'était pas forcément une question de cette hypothèse qu'on s'était posée. Ça aurait été très probablement compliqué de tirer des conclusions par rapport à ça. Euh, ouais, j'aurais du mal à répondre comme ça, à donner un réponse. Euh, il y a probablement une influence, mais je ne saurais pas dire exactement dans quel. Alors, bien évidemment, dans des sols très riches en matière organique qui vont minéraliser pas mal d'azote dans certaines périodes de l'année. Et bah, si on fait l'hypothèse que qu'on dirait, ça va potentiellement augmenter la quantité d'azote minéralisé, donc d'azote minéral présent dans les sols, et donc ou potentiellement impacter les façons négatives les taux de fixation. Mais là aussi, c'est encore une hypothèse que j'ai fait. J'ai pas l'appui des chiffres euh, directs pour prouver ça, D'accord. quoi. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, ben, moi, j'en ai une. Pour mieux me représenter les infos à retenir finalement, l'utilisation de ces légumineuses dans des systèmes bio, elle apparaît finalement particulièrement pertinente et vertueuse pour quel type de système de culture selon toi? Euh, Quels sont les systèmes de culture pour lesquels finalement on a une vraie valeur ajoutée à utiliser des légumineuses dans une optique d'amélioration du stockage d'azote? ouais, ben, je sais pas exactement qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que tu veux dire par quel système de culture, mais en général, dans le sens entre des cultures pérennes ou des cultures annuelles ou Oui, par exemple, ou même en contexte de production. En fait, il y a peut-être plusieurs questions dans ma question. bah, bien évidemment, plus on a un système végétal où on a peu des moyens de ramener de la fertilité issue de l'élevage via des fumiers, via d'autres sources de fertilisation organique, plus la poudre légumineuse peut devenir intéressante comme ressource alternative. Après, la limite agronomique, c'est qu'on a, d'un point de vue agronomique, on a tout un tas de maladies et des parasites qui sont communes à ces espèces légumineuses et du coup, on est aussi freiné par la faisabilité d'un point de vue sanitaire pour les cultures. Donc, on peut pas non plus introduire des espèces légumineuses chaque année. Donc, on a des temps de retour, des Mm. délais de retour qui peuvent être assez importants pour certaines espèces. Et donc, ces délais de retour vont aussi limiter en partie l'habilité qu'on a à recourir à ces espèces légumineuses pour ramener de l'azote dans le système. Voilà, je sais pas si ça répond complètement à tes questions, mais Oui, 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 ça répond bien et ça montre bien du coup l'importance de mobiliser d'autres leviers pour pouvoir pallier à ces besoins en éléments les fertilisants. versions un peu différentes. Je pense notamment aux mélanges culturaux qui peuvent être intéressants pour avoir des délais de retour
un peu plus rapprochée parce qu'on n'a pas que des espèces légumineuses, mais on a d'autres espèces qui vont perturber les systèmes de certains biograisseurs, etc. Euh, Mm, dans des espèces légumineuses à mélange qui finalement vont fixer en termes de kilos d'azote par hectare moins qu'une espèce impure, parce qu'on a besoin des biomasses des légumineuses, mais qui pourrait peut-être permettre une insertion d'insérer ces légumineuses plus souvent dans la rotation. Et donc avec un équilibre à retrouver entre ces deux objectifs. très bien. Merci Pietro. Ben, du coup, on va peut-être s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Je te remercie à nouveau pour le temps que tu nous as accordé et puis euh, toutes les réponses que tu as apportées aux personnes qui t'ont écouté. Je remercie également nos auditeurs et puis les mécènes de la chaire agriculture biologique qui contribuent au fait qu'on puisse réaliser ces événements de vulgarisation scientifique. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous jeudi 25 janvier 2024. On aura changé d'année et on changera de thème aussi. On parlera de la consommation du bio avec un groupe d'étudiants de troisième année spécialisés en management des entreprises qui travaillent sur la diversité des labels Bio Plus et la mesure dans laquelle ces labels peuvent être une plus-value pour relancer la consommation du bio en France. Je vous recevrai normalement les actualités soit dans notre newsletter, sur notre page LinkedIn et par mail dans les prochaines semaines. Nous allons aussi rediffuser ce webinaire sur la chaîne YouTube de la chaire. N'hésitez pas à le partager largement. Je vous remercie à nouveau tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci.